Bonjour et bienvenue les acharnés du WRC. On se retrouve avec Guillaume. Donc on a sauté quelques rallyes qui n'étaient pas forcément les plus intéressants, on va dire. Mais là, on a du bol parce que sur ce rallye d'Estonie, pour moi, c'est un peu le plus beau rallye de ces dernières années. Moi, j'avais été extrêmement emballé par la victoire de Sébastien Loeb, tu sais, sur le premier rallye au Monte-Carlo avec la Puma de Larry Breed. Et puis là, une victoire inattendue. Moi, le pilote qu'on va nommer, je pensais qu'il ferait peut-être dans les 5-6e, même s'il avait une position de départ. Et alors là, gagner le rallye, gagner de nombreuses pénitentiales, il a survolé le rallye. Oliver Solberg, c'est vraiment c'est l'exploit de cette année. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Salut Fabien, bonjour à toutes et à tous. Et puis, voilà, effectivement, déjà, désolé de petits temps qu'il y a eu entre les derniers debriefings, mais c'est vrai que le début d'été a été très, très chargé pour nous deux, en plein d'événements sportifs et autres également. Et c'est un vrai plaisir de te retrouver. Je suis alors partiellement d'accord, on va dire, sur le fait que déjà, oui, c'est une superbe victoire, très complètement inattendue. Moi aussi, je m'attendais plutôt à un top 5, voire 4 et 3 si jamais il y avait eu quelques petits problèmes devant. Mais le rallye a été très très beau. De là à dire que c'est un des plus beaux rallyes dans l'ensemble de ces dernières années, je suis un tout petit peu plus circonspect, mais en tout cas, ça a été une belle manche qu'on va débriefer aujourd'hui. Alors, moi, je dis le plus beau rallye, pas sur l'intensité, mais sur l'exploit. Parce que moi, j'ai rarement vu, alors peut-être que quelqu'un dans ses archives, je fais appel à Michel, par exemple, qui va nous suivre. Je ne sais pas si un pilote est monté dans une WRC, a gagné dès le premier rallye avec une WRC. Alors, certes, on sait très bien que sur la Terre, la position de départ est cruciale, voire super importante, mais tout de même, il n'avait pas fait tant de kilomètres que ça dans la Toyota, et elle est gagnée comme ça, c'est un vrai exploit. Enfin, ça donne un coup de frais énorme au WRC. Moi, j'ai suivi l'épreuve avec Michel et avec Jérémy. Jérémy, Planète Marcus, était comme un fou. Il montait au mur, il était comme un fou. Il dit que c'est un exploit. Moi, je suis d'accord avec lui. Pour moi, depuis le début de saison, c'est le plus beau rallye. Pas en termes d'intensité, mais le résultat il est extraordinaire. Oui, c'est clair que c'est un sacré exploit qu'il a fait. Alors, il ne faut pas oublier non plus toute la saison qu'il avait faite en Rallye 1 déjà avec Hyundai en 2022. Donc, il a déjà l'expérience des grosses voitures. Il ne faut pas oublier non plus qu'à partir de 16 ans, je crois, il était déjà engagé dans des manches de championnat nordique et je crois même de championnat du monde de rallycross. Même c'est sûr que de rallycross. Donc il a l'habitude de conduire des voitures qui sont très très puissantes, hein, puisque ça monte jusqu'à 600 chevaux, voire un peu plus. Donc le fait que ça défile, ça il a l'habitude. Donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Après, de s'adapter aussi rapidement à cette Toyota Rallye 1, à ce rallye d'Estonie qui est quand même un des rallyes très rapide, sur lequel il faut vraiment beaucoup de courage, on va dire. C'est sûr que là, pour le coup, il y a un vrai exploit. Mais tu vois, par exemple, on compare beaucoup cet exploit-là avec la performance médiocre de Paджari, par exemple. Mais alors oui, c'était il y a 2 ans. C'était même il y a presque 3 ans. Mais Oliver Solberg, il a quand même plus de départs en rallye 1 que Sami Pajari. Donc tu vois, cette expérience, il l'a, même si ça a été des rallyes qui ont été très compliqués. On sait que ça s'est mal passé avec Hyundai, avec une équipe qui était une équipe cliente, pas forcément avec toutes les bonnes évolutions, pas avec l'appui du constructeur qu'ils attendaient à cette époque-là. On sait que ça ne s'est pas très très bien terminé, mais en tout cas, ça a été une superbe façon de rebondir. Et oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il repartait quasiment de zéro, mais avec un background quand même qui était celui d'un pilote qui a certes 23 ans, mais qui roule dans des grosses voitures depuis 7-8 ans déjà. Mais quand même, au-delà quand même de l'exploit, on va revenir sur la performance d'Oliver Solberg. Oliver Solberg, je vais y arriver. Nos amis de Rallye Sport a posté cette semaine une vidéo, une embarquée. Tu te rends compte que ce rallye n'était pas si facile que ça, parce qu'on te dit, bon, l'Estonie, c'était très serré, ça va à des vitesses folles. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné dans sa performance, il gagne, mais c'est surtout qu'il n'y a pas une erreur,
c'est pas une victoire de raccro ou alors tu es second, le premier il a un problème, ça sort dans la dernière spéciale. Il a dominé de la tête et des épaules du début. Aller un petit peu chatouiller sur la Power Stage un peu tout le monde, tu vois. Le gamin, il était sur une autre planète, quoi, hein, très clairement. Ah, mais oui, oui. Impressionné pas tellement le résultat, mais le contenu de la performance. On aurait dit vraiment un pilote expérimenté de plusieurs saisons derrière lui. Ah bah c'est clair. Et puis en fait, c'est monté crescendo pendant tout le rallye. Il y a déjà eu l'annonce qui a été un peu tardive de cette participation, qui a déjà fait beaucoup parler, qui a fait monter un peu en pression, savoir où est-ce qu'il allait pouvoir se positionner. On a dit ouais, mais il aura une position favorable sur la route le premier jour, donc voilà, il ne faudra pas s'étonner s'il arrive à faire des bons chronos. Plus que des bons chronos, le premier la première spéciale du vendredi, il fait le scratch. Donc ça montre un peu déjà là où il en est. Et puis au fil de la journée, il en enchaîne quelques autres. Il monte un peu son avance et à la fin de la première journée, effectivement, on se dit bon bah voilà, c'était la position sur la route qui était très favorable. Il a su en profiter. Bravo à lui. On va voir demain. Et bah le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait exactement la même chose. Et il a même augmenté son avance par rapport à Neuville et Tanak, qui pour le coup, eux, et c'est encore plus à mettre au crédit d'Oliver Solberg, Neuville et Tanak, on y reviendra, eux, ils étaient vraiment dans une bagarre, mais à couteau tiré. Il y a eu 6 changements de position entre Neuville et Tanak sur les 9 spéciales du samedi. Et à côté de ça, eux qui se battaient vraiment comme des chiffonniers, et ben Oliver Solberg, il est arrivé à monter son avance par rapport à eux. Donc non, c'était pas que la position sur la route, il s'est senti extrêmement bien dans la voiture. Et puis même le dimanche où il y a de la pluie qui est arrivée, il n'avait jamais roulé sous la pluie avec cette voiture, avec ses nouveaux pneus en Cook, et il a géré ça de main de maître. Alors, comme il le dit, est-ce que c'est que justement il avait aucune pression de résultats et il savait même pas trop à quoi s'attendre. Donc il a roulé comme il pensait devoir rouler. Il s'est pas posé plus de questions que ça. Les spéciales les unes après les autres. Et puis au final, ça fait un magnifique résultat. Ça fait énormément de points au championnat. Et je dirais, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il en pique aussi pas mal aux autres pilotes et que pour notre Seb Ogier qui revient en Finlande, bah, c'est plutôt pas mal. On va revenir sur les équipes, performances des équipes les unes après les autres, mais avant, on va quand même un peu redonner les classements pour se resituer. Donc, victoire d'Oliver Solberg, 25 secondes 2, on trouve Tanak qui est second, troisième Thierry Neuville à 48 secondes, quatrième Kalle Rovanpera 55, cinquième Adrien Fourmeau à une 33, sixième Elfyn Evans à une 43, septième Pajari à 2,55, Martin Six 3,36 qui est 8e, Joss McCurlin est 9e et 10e Grégoire Munster. Et la première Rallye 2 est celle de Robert Viervers qui est 11e. On va y aller équipe par équipe. On va commencer par Toyota, par Hyundai et enfin par Ford, M-Sport Ford. Je vais te faire l'introduction, tu vas me dire après ce que tu en penses. Alors, Toyota, c'est un peu le gros dossier de cette vidéo. Il y a du très très bon et il y a du très mauvais. Le très très bon, c'est Oliver Solberg avec sa performance. Et pour moi, le très mauvais, c'est quand même Katsuta qui n'y arrive toujours pas. Et Kalle Rovanpera. Alors, je fais un petit coucou à Stéphane Gentil, je sais qu'il nous écoute avec assiduité. Et ils en ont parlé lors de la Power Stage qui disait en gros que Kalle Rovanpera, plus ça va, au moins il y arrive. Alors, il est là, hein, il n'est pas largué, il est quatrième, mais ce n'est pas le Kalle Rovanpera flamboyant des autres saisons. Et il se posait la question clairement de sa motivation, de savoir ce que seront les prochaines saisons de Kalle Rovanpera. C'est un peu la question que je me pose. Et c'est un peu la question que je vais te poser. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la performance de Toyota? Parce que pour moi, c'est mes figues, mes raisins. Il y a du très bon et du très mauvais. C'est exactement ça. Je dirais il y a du très bon, il y a du moyen, il y a du très moyen et il y a du mauvais, clairement. Le très bon, on ne va pas y revenir dessus, hein, c'est Oliver Solberg, c'est cette superbe performance qui montre que la voiture, elle est là, qu'avec des bons réglages, avec une osmose qui se fait entre le pilote et enfin l'équipage et la voiture, ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. On aurait pu se poser des questions quand on voit comme Hyundai a été au-dessus justement des autres pilotes
Toyota, et j'englobe Neuville, Tanak, mais aussi Fourmeau quand il arrivait à mettre le doigt sur les bons réglages. Donc ça, on y reviendra par la suite. Donc Solberg, voilà, du très bon. Mais pour le reste, c'est quand même un rallye qui est décevant pour Toyota. Décevant parce qu'on s'attendait à voir notamment un Rovanperä survoler un peu les débats. C'était le seul vainqueur de cette manche en Estonie depuis l'introduction en WRC. Il avait gagné les 3 seules éditions qu'il y avait pu y avoir. On s'attendait à le voir dominer complètement sur un rallye qu'il adore, son rallye préféré. Hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le dit. Et puis finalement, comme tous les autres rallyes, excepté les Canaries, il a encore été un peu à la peine. Il a soi-disant du mal à comprendre les pneus, du mal à comprendre très certainement aussi la nouvelle répartition des masses suite à la suppression de l'hybride, les nouvelles peut-être cartographies qui ont été faites. Il a énormément de mal. Énormément de mal, et ça je ne saurais pas te dire d'où ça vient. Est-ce que c'est que de la motivation? Est-ce que c'est des problématiques de voitures qui ne répondent plus à ces exigences, qui ne le mettent plus suffisamment en confiance pour attaquer? Ou alors est-ce que tout simplement il a perdu le fil et que ces années en dilettante, en temps partiel, ont fait qu'il a perdu justement ce rythme? Mais j'aurais tendance à dire que non, parce qu'on voit quand même des coups d'éclat, on voit aux Canaries ce que ça a donné. Sur le rallye où on l'attendait le moins, finalement, c'est là où il a été le plus brillant. Mais de quoi sera fait l'avenir de Kalle Rovanperä, je ne sais pas te dire. Il faudra être plus dans les petits papiers de Toyota, mais toujours est-il que c'est sûr que là, il a pris un gros coup derrière la tête et qu'il arrive en Finlande sur son rallye à domicile qu'il n'a jamais gagné pour diverses raisons, mais je ne serais même pas tenté de le mettre en favori pour la Finlande. Donc, à voir ce qu'il en est, et puis surtout à voir ce que ça va donner pour les saisons à venir. Je vois mal Toyota lui mettre une épée de Damoclès ou un ultimatum par rapport à la fin de saison pour les années à venir. Mais bon, la question, elle se pose quand même de sa motivation, effectivement. Voilà, je ne sais pas toi ce que tu en penses par rapport à ça. Oui, très clairement. Je pense qu'il y a quelque chose de cassé. Il y a déjà quelque chose de cassé depuis son arrêt de sa saison un petit peu sabbatique. Je pense qu'il n'est plus trop dedans. Et effectivement, comme tu le dis si bien, il y a des pilotes qui n'ont pas su s'adapter à l'hybride. On pense à Elfyn Evans qui a eu énormément de mal avec ses voitures. Et peut-être que l'inverse aussi se fait avec un changement de manufacturier. Je pense que peut-être que Kalle n'y est plus du tout. Et peut-être que voilà, c'est un peu le début la fin, peut-être une page qui se tourne parce que les jeunes poussent quand même. Il y a quand même Pajarri qui arrive, il y a quand même Solberg aussi qui arrive. Alors, on ne le met pas dehors, mais c'est clair que s'il n'y a pas un sursaut du champion du monde, du double champion du monde, ça va être compliqué. Et comme tu disais, c'est bien, moi, je ne le vois pas gagner du tout en Finlande parce que ça va être le rallye peut-être le plus compliqué pour lui, pour des éléments extra-sportifs, c'est-à-dire qu'il va y avoir une pression terrible là-dessus, tout le monde l'attend à gagner. Ça va être très compliqué. Je ne le vois pas gagner en Finlande. Ou alors, c'est vraiment nerveusement qu'au niveau dans la tête, il est très très solide, mais ça va être très compliqué. Ouais, le seul avantage que je vois pour lui en Finlande, c'est que c'est un peu qui tout double en fait. Il est à 30 ou 35 points, je crois, au championnat. Donc en gros, c'est soit il gagne, il fait un gros rallye, il récupère au moins 25, voire 30-35 points en fonction du Super Sunday et de la Power Stage. Alors que tu en as d'autres, Tanak, tu vois, par exemple, ou Evans, si jamais il arrive à être bien positionné, vont commencer à être plus calculateurs. Et il ne reste pas tant de manches que ça. On a passé la mi-saison. Et d'ailleurs, j'en profite pour teaser l'épisode suivant qu'on enregistrera concernant justement un petit récap de cette première demi-saison. Mais voilà, je pense que c'est ça. Il va jouer son va-tout et je pense qu'il aura moins de choses à perdre que les autres sur ce rallye de Finlande. À voir. Pour enchaîner, après, derrière, Evans, on va dire que on l'attendait un peu plus à la fête. Comme depuis 3, 4, 5 rallyes, il se contente, on va dire, de gérer, d'essayer de récupérer des points le dimanche. Il perd la tête du championnat pour 1 point. Bon, ça ne va pas changer grand-chose normalement en Finlande, hein, mais toujours est-il qu'il ne sera pas le balayeur numéro 1 sur la Finlande, donc ce qui pourrait être intéressant pour lui, mais bon, ça ne va pas lui faire gagner énormément non plus. Et puis, comme tu le disais, Katsuta,
voilà, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression de répéter un peu de rallye en rallye. Pour moi, c'est clairement pas un candidat au podium régulier et encore moins à la victoire. Mais bon, voilà, on peut que souligner encore une fois tout le bienfait qu'a apporté Toyota au WRC depuis de très très nombreuses années. Ils ont quasiment sauvé le championnat du monde des rallyes comme ils ont pu le faire avec le WEC en endurance. Ils veulent avoir un pilote japonais au volant d'une voiture japonaise. Voilà, on peut que les féliciter et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une rising star, une étoile montante au niveau du Japon, du rallye? J'aurais tendance à dire non, parce que même le programme de juniors qu'ils essayent de mettre en place sur les catégories inférieures, bon, c'est pas fou. Voilà. Faut peut-être considérer que en termes de pilote, le Japon n'est pas forcément le meilleur pourvoyeur de talent et que c'est pas pour demain. Un mot sur Pajarri? Je ne saurais pas te dire. Voilà, on l'a pas vu passer. Il a traversé l'épreuve comme un fantôme. Apparemment, il a encore eu des problèmes techniques le premier jour, avec un frein à main très récalcitrant qui avait d'autres impacts sur apparemment l'électronique de la voiture, qui l'a fait dégringoler dans le classement. Et puis après, bah forcément, quand tu fais un mauvais vendredi, hein, comme Munster par exemple, bah, tu repars dans les premiers le samedi, tu balayes, et c'est la double peine. Donc oui, j'ai vu des commentaires comme quoi il n'avait fait aucun bon temps de tout le rallye. Voilà, les samedis et dimanches, il balayait, donc c'était un petit peu plus compliqué à faire des vrais gros temps. Mais lui aussi, hein, il commence à avoir la pression parce qu'on arrive en deuxième partie de saison sur des rallyes où il va avoir un peu plus d'expérience, parce que si je me rappelle bien, il en avait fait quelques-uns en rallye 1 l'année dernière. Donc là, il va vraiment falloir qu'il délivre, il va vraiment falloir qu'il fasse des grosses performances s'il veut tout simplement garder son siège l'année prochaine par rapport à un Oliver Solberg qui, pour le coup, lui, arrive et nous fait le coup de maître dont on a parlé. Oui, il avait roulé en Finlande la première fois dans la Rallye 1. Il avait eu un souci dès la première spéciale. Il était un petit peu sorti, il avait abîmé. Puis après, donc il connaît le rallye parce qu'il a fait une grosse partie avant de sortir. Mais moi, je vais te poser une autre question. Est-ce que la victoire de Solberg, c'est un peu comme à l'image de Romain Barras, est-ce que c'est un coup sur la cafetière pour lui ou c'est vraiment quelque chose que même pas il sent passer dans sa position? Si, non, forcément. De toute Oui, c'est une façon, question. tu le sais, dans tous les sports mécaniques, le premier rival, c'est son coéquipier. Et là encore plus, ils sont dans une position où on ne fait que les comparer. Et c'est normal, puisque c'est les deux seuls qu'on peut comparer. Hein. On ne va pas chercher à comparer à Mackerlin ou à Solberg ou à Pajarri, parce que ce n'est pas du tout les mêmes matériels qu'ils ont sous la main et sous le pied. Mais là, forcément, que la comparaison, elle est directe, elle est immédiate. Tout à l'heure, je te disais qu'il avait plus de départs au volant d'une Rallye 1. Ça se joue à 2 ou 3 maintenant. Et encore, comme je te l'ai dit, c'était il y a 2 ans et demi. Et pas du tout avec les mêmes montures. Donc, non, là, c'est sûr que pour moi, Solberg, il a repris la tête par rapport à Pajarri. La chose, c'est que Pajarri, c'est un Finlandais, il est un peu plus implanté au sein de l'équipe depuis plus longtemps, mais, euh, mais voilà, en termes de communication, en termes d'image, on sait tout ce que peut apporter justement Peter Solberg, Monster, aussi les sponsors principaux d'Oliver Solberg. Est-ce que Toyota, qui pour le coup a plutôt tendance à être un peu discret sur ces aspects-là, est-ce qu'ils vont essayer de privilégier ça? C'est à qui tout double, hein, parce qu'on sait que Peter Solberg il est très volubile, il est très expressif, il peut prendre beaucoup de place aussi. Alors il en a pris un petit peu moins ces derniers temps, et comme par hasard, c'est aussi pour ça que Oliver il va faire un peu plus sa place, à être un peu plus indépendant, et ça a l'air de commencer à sourire. Mais bon, encore une fois, il ne faut pas s'affoler. Hein. On sait très bien ce qu'il a pu faire en Rallye 2, des exploits, des coups d'éclat et comme des grosses boulettes. Voilà, l'expression, il va encore nous faire une Solberg, elle n'est pas usurpée. Donc voilà, aujourd'hui, sur ce rallye, tout s'est bien passé, tout a cliqué. Est-ce que ça va durer? À voir. On va passer Hyundai. On va dire que l'homme du rallye après Solberg, bien sûr, c'est Tanak.
Tana qui fait la grosse opération. Neuville, il se remet quand même dans la course parce que c'était quand même un début de saison un peu compliqué pour lui. J'ai l'impression que c'est peut-être son meilleur résultat. Peut-être pas en termes de points, quoique peut-être, mais surtout en termes de performance. Il était plus performant. Et enfin, Fourmeau. Alors Fourmeau, tu sais, j'ai discuté avec lui sur Twitter, sur son fameux saut en disant, écoute, le saut, il était trop haut. Et il me dit, oui, mais spectacle. Ouais, mais spectacle, mais il bouffe un peu son dimanche avec ça. C'est un petit peu dommage. Alors Adrien, il y a eu du bon, il y a eu un petit peu du mauvais pour moi. Qu'est-ce que toi, t'en pensais de Hyundai et la performance des pilotes? Hyundai, je dirais que ça a été l'équipe forte du rallye. Ils peuvent être entièrement satisfaits de la performance, parce que, comme je te l'ai dit, les 3 pilotes ont dominé complètement les Toyota, hormis Oliver Solberg. Tanak, ça fait quand même 4 rallyes où il est plutôt à la fête. Il montre des vraies aptitudes à aller se battre pour ce titre de champion du monde. Et puis, je serais pas loin d'en faire mon favori quand même pour la fin de saison. Là, il reste le rallye de Finlande sur lequel il peut aller chercher encore des gros points. Le fait que Ogier, on ne sait toujours pas un peu ce qu'il va faire, mais bon, il semblerait quand même qu'il ne joue pas le titre jusqu'à la fin. Mais en tout cas, ça a été un vrai beau rallye à domicile pour lui. Surtout quand on se rappelle la dernière expérience en Estonie qu'il avait eue où il avait abandonné dès le shakedown ou la première spéciale là, sur la casse de son moteur. Donc non, un beau rallye pour lui. Il a été très très performant. Une superbe bagarre aussi avec Thierry Neuville. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Thierry se remet un peu la tête à l'endroit et se redonne confiance par rapport au rallye précédent, qui avait été un petit peu inquiétant, on va dire. Alors, est-ce que c'était le fait de digérer le titre de champion du monde, de se dire, maintenant je suis plus à 105, 110% dans les spéciales, je suis plus qu'à 95 parce que j'ai déjà atteint ce que je voulais et j'ai plus forcément envie de prendre les mêmes risques. On sait que parfois c'est compliqué de confirmer, mais en tout cas, non, ça a été un beau rallye et comme je te dis, cette bagarre du samedi, elle a été vraiment exceptionnelle entre les deux pilotes. Et on imagine que certains dans le clan Hyundai ont dû un peu s'arracher les cheveux et passer des petits coups de fil pour dire à l'un à l'autre oh, calmez-vous, là, il faut qu'on ait les deux voitures à l'arrivée. Chose qu'ils ont faite, donc ça c'est top. Et puis Adrien Fourmeau, comme tu le disais aussi, j'en avais parlé un tout petit peu avant, un beau rallye de sa part. Quand il avait la voiture qui lui allait, qui lui correspondait, il est quand même arrivé à faire des bons temps, voire des très bons temps sur un rallye qui et des spécificités qui sont quand même pas les plus simples pour son type de pilotage, pour son expérience. Donc non, c'est de bon augure pour la Finlande et j'espère qu'il pourra aller y chercher une quatrième, voire troisième place. Alors moi, je t'arrête avant de passer à Hyundai, Ford, pardon. Pour moi, mon favori la fin de saison, je reste invariable, c'est le Gallois. Voilà. Parce qu'on va arrêter de lui casser les oreilles avec sa position de départ. Il partira derrière Tanak. On va peut-être moins le voir. Et puis, tu sais, sur Asphalt, il est pas mal. Oui, Japon, oui. il a gagné. Allez, moi, puis c'est un peu le cœur qui parle. Moi, je veux qu'il gagne, donc je veux qu'il soit champion. On va passer à M Sport Ford. Je vais y arriver enfin. Il est temps que ça s'arrête. C'est rallye 1 pour eux. Parce que l'écart, c'est pas mauvais, mais l'écart est tellement énorme qu'en fait, on les voit même plus. En fait, c'est une coupe Puma, ils roulent entre eux. Alors, Martin Six, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Josh Markerlin, il est là, c'est sa première saison, c'est pas mal. Et pour moi, la grosse déception, pour moi, c'est Munster. Moi, je le voyais mieux. Et plus les rallyes vont, au plus ça s'empire pour lui. J'ai l'impression qu'il ne comprend plus l'auto. En fait, il comprend plus. Je me demande en fait pourquoi ça continue, parce que c'est compliqué pour lui. C'est pas, je tire pas à boulet rouge. Ça me fait vraiment, c'est dur. En fait, c'est très très dur pour lui. Qu'est-ce que tu en pensais toi de la prestation? C'est exactement comme toi, c'est un gros soupir. On a du mal à voir comment est-ce que les choses vont pouvoir s'inverser. Je suis quasiment sûr qu'elles ne s'inverseront pas avant la nouvelle réglementation. Et comme tu le dis, ça a été pour moi la plus grosse déception de tout le rallye, c'est ça, c'est M-Sport, c'est la Puma Rallye 1, c'est
c'est le fait que Cesc, on espérait qu'il puisse quand même se battre un petit peu sur les avant-postes, au moins le vendredi, avec une position encore favorable sur la route, mais même pas. À part dominer ses deux collègues sur les autres Ford, ça a été compliqué du début à la fin. On se rappelle de son coup d'éclat, justement, il y a 2 ans, sur ces mêmes terres. Il ne peut pas espérer grand-chose de mieux. Alors, la question, c'est toujours la même. Est-ce qu'il vaut mieux partir sur une saison complète avec M-Sport pour accumuler des kilomètres, quitte à ne pas faire de gros coups d'éclat, ou alors est-ce qu'il faut mettre tout son budget pour louer une Rallye 1 chez Toyota, voire chez Hyundai, même si l'idéal, c'est quand même chez Toyota, et faire quelques piges, 3-4 piges comme Solberg, et vraiment montrer sa pointe de vitesse à ce moment-là, sachant qu'il y aura beaucoup plus de pression sur ces manches-là. Voilà, c'est toujours la question pour ces nouveaux talents, tant qu'il n'y aura pas plus de sièges qui soient disponibles dans la catégorie Rennes. Donc la question, elle se pose pour Cesc. Elle se pose aussi pour McErlin pour l'année prochaine, j'imagine, même si pour lui, c'est quand même une vraie chance d'avoir ce baquet chez M-Sport. Il m'impressionne, franchement, je le trouve très constant. Il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Il est quasiment systématiquement devant Munster, qui a quand même, lui, pour le coup, quasiment une saison et demie de plus que l'Irlandais dans le baquet de la Ford. Et ouais, c'est plutôt pour Munster que je crains pour l'année prochaine, parce que sans l'aide financière importante de notre cher Jourdan Serderidis, ça risque de tourner court pour l'année prochaine, et on ne voit pas comment M-Sport pourrait se permettre de garder un Grégoire Munster l'année prochaine s'il n'y a pas plus de performances au rendez-vous. Donc voilà, pour moi, ce serait plutôt intelligent de partir sur un McErlin qui apporterait de l'argent grâce à la fédération irlandaise, et puis Cesc aussi un peu avec ses sponsors, mais en essayant de développer ce nouveau pilote. À voir, mais aussi à voir comment va évoluer la réglementation et vers quoi on va, quoi, tout simplement. Parce que là, en fait, très sincèrement, on va clôturer le dossier M-Sport. Ils arrivent dans un système où plus ça va, au moins la Puma est performante par rapport aux autres autos. Il va se poser aussi la question de savoir, est-ce que ça a un réel intérêt de rouler dans cette auto si ça reste tel que la réglementation? Parce que l'écart est tellement énorme qu'en fait, on ne voit pas. Enfin, on n'arrive aucune performance. Enfin, on n'a aucune visibilité sur la performance. Non, c'est sûr, il n'y a aucune performance, aucune visibilité sur la performance. Et puis des rallyes où on aurait pu espérer que des faits de course fassent qu'on ait une Ford qui puisse émerger. La fiabilité, elle n'était pas là, elle n'était pas plus là que sur les autres autos. Donc non, c'est une saison qui risque d'être longue encore pour M-Sport. J'espère qu'on va se tromper, qu'on va avoir quelques coups d'éclat, et notamment de McErlin. Franchement, j'aimerais bien pouvoir voir, notamment sur les manches asphalte qui vont arriver sur la fin de saison, quelques beaux chronos avec des perfos qui se resserrent un petit peu sur l'asphalte. Mais j'ai vraiment du mal quand on voit comme justement Toyota et Hyundai continuent à se battre énormément, ils continuent à apporter des évolutions, et ça creuse un écart fou par rapport aux Anglais de M-Sport. On va clôturer cet épisode par deux petits points. Alors le premier, on va revenir sur le WRC2, mais le problème c'est que le WRC2 est victime de son règlement complètement stupide. Sur ce rallye, on l'a carrément pas vu parce que Grisi ne lui a abandonné directement. Virves qui gagne, à 18 secondes, on a Lina Mae, Koronen à 49 et Aikila à 52. Le problème, c'est que le WRC2 est passé totalement inaperçu sur cette manche et c'est bien dommage. Le règlement tue le WRC2, il faut le dire honnêtement. On ne va pas y revenir dessus, on en parlera un jour. Moi, je vais te poser une question en direction le rallye de Finlande. Toi qui es un petit peu finlandais, qui connais bien le pays, tu nous feras un épisode en finlandais, en finnois, le prochain coup. Non, plus sérieusement, allez, les points importants pour gagner là-bas et ton pronostic. Alors ouais, juste pour finir sur le WRC2, c'est vrai que, comme on l'a dit, il y avait peu de concurrence. Cette fois, Nicolas Gréazine qui fait une erreur et qui abandonne directement, c'était le grand favori. Et puis derrière, ça a été une bagarre entre Estoniens, entre locaux,
Donc c'est Robert Virves qui prend les 25 points de la victoire. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça a été un peu plus insipide que sur les autres manches. C'est dommage. Bah, voilà, on sait qu'il y a quelques manches comme ça dans la saison où en WRC2, c'est beaucoup plus, on va pas dire ennuyeux, parce que c'est quand même des pilotes qui cherchent à faire leur trou, à montrer leur capacité. Donc bravo à eux. Et puis on voit que Virves, quand même, c'est un nom qui revient régulièrement quand les ténors, les têtes d'affiche ne sont pas là. Et voilà, bon, il peut être un beau pilote sur quelques manches. Un petit mot aussi du WRC3, parce que malheureusement, Arthur Pellamourgue faisait des plutôt belles performances. Là aussi, la concurrence n'était pas folle. Une erreur qui lui coûte de repartir en super rallye, mais je pense que c'était une belle expérience pour lui. Et on va voir sur la fin du championnat comment ça peut se décanter. Mais voilà, je voulais faire un petit clin d'œil justement à Arthur, à toute son équipe, et leur souhaiter tout le meilleur pour la fin de saison. Et puis, direction la Finlande, effectivement, dans quelques semaines, dans pas si longtemps que ça, avec un rallye qui, on a tendance à dire, est un peu pareil que l'Estonie, mais pas vraiment. C'est un rallye qui, pour le coup, est beaucoup plus en 3 dimensions. Les routes, certes, elles s'y rapprochent. C'est un type de surface qui est à peu près équivalent. C'est de la terre un peu dure avec une fine couche de gravette sur le dessus, mais qui se balaye assez bien. Et puis, s'il pleut, c'est de la terre qui va vite être compacte et sur laquelle le balayage va être moins important. Mais surtout, on a vraiment une dimension en Finlande qu'on n'a pas en Estonie. C'est cette 3e dimension de jump, de ciel, de crest en anglais, hein, où les pilotes, il faut vraiment qu'ils aient entièrement confiance en leurs notes pour savoir ce qu'il y a derrière, parce qu'ils sont très très souvent en aveugle. Et là, pour le coup, c'est des capacités d'anticipation, de connaissance du terrain, de confiance dans les notes qui sont beaucoup plus importantes qu'en Estonie. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour gagner là-bas? Il faut une auto qui fonctionne, qui a de la traction, qui a de la vitesse de pointe, qui est stable aussi dans les jumps, parce que il faut pas perdre de temps. Il y en a tellement qu'on passe du temps en l'air. Et puis il faut une voiture qui soit fiable, hein, tout simplement, pour aller au bout, pour que tout simplement ces sauts alors, il y a eu des énormes progrès sur les amortisseurs, mais ça reste quand même très demandant en termes de mécanique sur ces réceptions de jump. Donc, à voir. Et là, pour le coup, la moindre touchette, le moindre élément aérodynamique, tu l'as mentionné tout à l'heure avec Adrien Fourmeau, qui a perdu cet élément aéro sur la première ou la deuxième spéciale du dimanche, qui en a énormément pâti et qui savait très clairement que dans la Power Stage, il ne pourrait pas faire de temps parce qu'il lui manquait ces éléments aéro. Pour la Finlande, c'est encore pire parce qu'on a encore plus de jump, on a encore plus de moments où il faut de la stabilité dans les airs. Et là, pour le coup, le moindre petit accro pourra être lourd de conséquences. On se dit à très bientôt. Débrief du rallye de Finlande. Donc, juste un truc. Moi, j'ai donné mon pronostic. Allez, victoire de Rovanperä pour le remettre dans la course. Second, allez, Pajarri. 3e, Tanak. 4e, Evans. Alors, c'est des grosses cotes là que tu nous annonces. Moi, malheureusement, j'ai du mal avec Rovanperä. J'ai peur pas qu'il craque sous la pression, mais qu'il fasse une petite erreur, n'étant pas aussi dominateur que précédemment. Donc, je vais mettre Tanak, qui lui, pour le coup, sera très très motivé, on va dire, pour aller chercher encore plus de points et conforter la place de leader. Je vais mettre Ogier en 2e place. Et puis 3e, je vais repartir sur un Rovanperä, je pense. Mais parce que son erreur lui aura pas forcément coûté du super rallye, mais suffisamment de temps pour dégringoler un peu. Et puis 4e, on va mettre Evans. Allez, ça va. Bon, et puis moi, j'ai un petit cadeau. Oui. Voilà. Mais c'est vrai. Voilà, tout à fait. Tu vois, moi j'ai mis la Hyundai en fond d'écran et pour vous rappeler, voilà, la Hyundai d'Oliver Solberg justement en Rallye 2. Donc voilà, pour annoncer aussi l'ouverture donc de Auto Mini Racing
qui s'approche, qui devrait être sur septembre, sur la rentrée. Donc ce type de modèle un peu exclusif avec les signatures des équipages. Donc on vous attend nombreuses et nombreux. Abonnez-vous déjà à nos réseaux sociaux pour connaître toutes les modalités pour venir visiter donc, notre exposition permanente sur Saint-Étienne où il y aura un peu plus de 6000 miniatures, du Rama, du rallye, du championnat du monde d'endurance, de la Formule 1, du GT, un peu de tout ce qui nous plaît. Et on a hâte de vous recevoir. On fera une émission spéciale, promis, sur Auto-Mini Racing. Tu nous mèneras un peu Avec plaisir. voitures, tu nous feras découvrir les coulisses, tout ça, puis on en discutera, puis on mettra en évidence. Je te dis à très bientôt pour le débrief du Rallye de Finlande. Oui, ça marche. À très bientôt. Et puis, portez-vous bien. Ciao. Allez, ciao, ciao. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine